Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, en Guinée, le président Mamadi Doumbouya a limogé vendredi soir 2 ministres, dont Mori Condé, considéré comme l'un de ses plus proches collaborateurs. Si les décrets ne précisent aucun motif, quelques heures plus tard, Mamadi Doumbouya a évoqué la lutte contre la corruption sur une publication Facebook. Des centaines de personnes se sont réunies ce samedi à Paris pour dénoncer les mutilations génitales féminines. Une campagne pro-excision sur les réseaux sociaux portée notamment par des internautes maliens a relancé l'urgence du combat. Notre journaliste Awa Diouf était sur place. Enfin, à Kinshasa, le festival Kinact fête ses 10 ans. Des performeurs costumés de déchets et de récupération déambulent dans les rues de la capitale congolaise pour alerter sur l'insalubrité, l'art comme arme contre les ordures. Et on ouvre ce journal en Guinée où 2 ministres considérés comme proches du président Mamadi Doumbouya ont été limogés ce vendredi. Il s'agit de Mori Condé, ministre de l'Emploi, et de Mourana Souma, ministre de la Communication. Quelques heures après ce limogeage, le président guinéen s'est exprimé sur Facebook en évoquant son combat contre la corruption. Les explications de Malik Diakité à Conakry. Il s'agit des ministres Mori Condé, pourtant considéré comme l'un des très proches du président Mamadi Doumbouya, et Mourana Souma. Mori Condé a occupé successivement les fonctions de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, puis de ministre de l'urbanisme et de l'habitat, et dernièrement celui de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Quant à Mourana Souma, il a intégré le gouvernement en 2024 comme ministre de l'économie et des finances avant d'être nommé ministre de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Les 2 responsables quittent leurs fonctions avec effet immédiat. Les décrets annonçant ces limogeages ne précisent pas les motifs de cette décision. Mais quelques heures plus tard, le chef de l'État a toutefois pris la parole pour défendre sa décision. Sur son compte Facebook, le président Mamadi Doumbouya écrit sur un ton ferme, je cite, « Contre la corruption, ma main ne tremblera pas. Aucun rang, aucune fonction, aucune proximité ne met quiconque à l'abri de la rigueur républicaine. » Depuis son retour de congé annuel, le président guinéen semble vouloir renforcer les exigences de transparence dans la gestion publique. Son premier ministre Amadou Riba a également demandé à l'ensemble de ses ministres de lui transmettre sans délai tous les contrats signés par le département depuis le 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya. En bref, du nouveau concernant l'arrestation au Togo des 2 journalistes français ainsi que de leur fixeur le 27 juillet. Le gouvernement togolais est sorti du silence ce samedi et affirme que la justice disposait d'indices graves et concordants à leur rencontre. Les ministères de la Justice et de la Sécurité ont notamment assuré que l'équipe a utilisé un drone dans des zones soumises à un régime de sensibilité sécuritaire particulier, notamment la région des Savanes placée sous état d'urgence depuis 2022 en raison de menaces djihadistes. On en vient à cette polémique autour de discours xénophobes au Sénégal. Le pays est aujourd'hui confronté à un malaise grandissant autour de la présence d'étrangers sur son sol. Sur les réseaux sociaux, les discours de haine et les contenus stigmatisants se multiplient. Une situation qui inquiète les acteurs de la société civile qui ont sonné l'alerte. La correspondance à Dakar d'Aminatou Diallo. C'est dans un communiqué conjoint que des organisations de défense des droits humains ont condamné fermement la multiplication des actes et discours xénophobes relayés notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la RADDHO appellent la population à préserver la tradition d'hospitalité du Sénégal. Ces derniers jours, plusieurs publications visant les communautés étrangères ont largement circulé en ligne. Des vidéos et des messages qui associent notamment la présence de migrants à des problèmes d'insalubrité ou encore d'occupation anarchique de l'espace public. Un discours qui a même trouvé écho chez certains politiques, de quoi alarmer les ONG qui appellent à plus de tolérance. Ils espèrent trouver du bonheur au Sénégal. Et s'ils viennent, on doit pouvoir les accueillir dans la dignité. Vous voyez l'Espagne, hein? Nous avons des milliers de Sénégalais et d'Africains qui chaque année prennent d'assaut les côtes espagnoles. Ils sont quand même accueillis dans la dignité par l'Espagne. N'est-ce pas? Ils ne fuient pas la guerre au Sénégal, ou en Gambie ou en Guinée. Qu'est-ce qui les fait fuir pour aller en Espagne, ou en Italie, ou à Chypre? Mais c'est la pauvreté, c'est la recherche du bonheur. Donc ces personnes qui viennent ici aussi espèrent trouver du bonheur ici. C'est à nous de les accueillir dans la dignité. Les textes de la CEDEAO posent le principe de la libre circulation des personnes et des biens.
Mais l'établissement au Sénégal obéit à des règles. Et ces règles-là, il faut que l'État informe les migrants, qu'ils connaissent ces règles-là et qu'on les encourage à aller évidemment faire les formalités nécessaires à leur établissement au Sénégal. Sollicitées sur cette question, les autorités sénégalaises n'ont pour l'instant pas donné suite à notre demande d'interview. Ils étaient des centaines ce samedi à Paris pour dire non aux mutilations génitales féminines. Une mobilisation qui intervient après la diffusion d'une campagne pro-excision sur les réseaux sociaux au Mali. Des millions de femmes et de jeunes filles concernées sur le continent. Nos journalistes Awa Diouf et Marie Schuster étaient sur place. Regardez. Beaucoup d'émotions et des pancartes sur lesquelles on peut lire « Laissons nos filles entières »,« Mutiler n'est pas une culture » ou encore « La honte doit changer de camp ». Une centaine de manifestants se sont rassemblés ici à Paris pour alerter sur la persistance des mutilations génitales féminines. Une mobilisation qui intervient après la diffusion cette dernière semaine d'une campagne pro-excision sur les réseaux sociaux portée notamment par des internautes maliens. Face à cette mobilisation en ligne, les associations veulent elles aussi occuper l'espace public. Le but de cette manifestation, c'est pour qu'une loi soit mise en place au Mali et qu'on continue à prendre la parole sur ce sujet qui est extrêmement tabou, qui est une violence faite aux femmes. Cette manifestation, c'est pour toutes ces filles, toutes ces femmes qui continuent à souffrir des conséquences de cette pratique. Alors c'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'en tant qu'homme, on a un rôle d'allié à assumer par rapport à ces questions-là parce que l'excision et tout ce qui concerne les mutilations génitales féminines sont généralement portées au nom du patriarcat, qu'on l'appelle comme ça ou pas, c'est-à-dire la domination masculine, le plaisir des hommes en l'occurrence et le contrôle de ceux-ci sur le corps des femmes. Donc je pense que c'est important d'être là sans non plus être au centre du débat, mais pour pouvoir écouter ce qui se dit et éventuellement pouvoir le répéter dans nos cercles masculins. La situation est plus qu'alarmante. Je suis guinéenne, mais aujourd'hui j'ai honte de donner le chiffre de femmes excisées en Guinée. On est plus de 97%. Moi, en tant que Guinéenne, je vois quasiment chaque jour des vidéos de petites filles qui sont en train de se balader avec des pagnes attachées à la taille parce qu'elles ont été excisées et on leur organise une fête. Pour moi, c'est parce que la loi n'a pas été appliquée et que ces personnes, non, ces criminels sont toujours en liberté. Difficile d'estimer le phénomène sur l'ensemble du continent africain, mais selon l'UNICEF, plus de 144 millions de femmes ont subi une mutilation génitale féminine. Le nombre de femmes excisées est particulièrement alarmant en Afrique. 98% des femmes sont excisées en Somalie, 97% en Guinée et au Mali, elles sont plus de 91%. À Paris, cette mobilisation se veut un cri d'alarme et un appel à l'abandon des mutilations génitales féminines. On s'arrête à présent au Soudan. Le pays est confronté à une sécheresse très importante, sécheresse qui vient s'ajouter aux difficultés que connaissent déjà les agriculteurs et qui menace de nombreuses récoltes, notamment dans le sud-est de l'État, alors que le pays affronte la pire crise alimentaire au monde causée par la guerre civile débutée en avril 2023. Regardez ces images commentées par Johanna Citruc. Sous plus de 30 degrés, cet agriculteur laboure sa terre. C'est là que les graines sont ensuite semées, une par une. La tâche est laborieuse et le résultat incertain. Car cette année, les sols sont très secs, craquelés par endroits. Nous sommes confrontés à un important manque de pluie. C'est un problème majeur, car il menace la récolte de sésame, qui est une denrée stratégique pour le pays. Nous prions Dieu de nous envoyer de la pluie. À l'origine, le phénomène climatique El Niño. C'est à cause de lui que la pluie tarde à arriver au Soudan et que le niveau du Nil a drastiquement baissé. Le fleuve représente d'habitude une importante source d'eau pour irriguer les terres. Face à cette situation, les autorités recommandent aux agriculteurs de s'adapter. Nous avons conseillé aux agriculteurs de planter des cultures résistantes à la chaleur et de prendre des précautions, comme retarder leur récolte, afin d'éviter les problèmes liés aux périodes de sécheresse. L'agriculture est un pilier essentiel de l'économie soudanaise. Elle fait vivre des millions de familles. La menace des récoltes représente donc un danger majeur pour le pays. D'autant plus que la guerre civile qui a débuté en avril 2023 a plongé près de 20 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire aiguë. Ça représente 2 Soudanais sur 5.
Direction la République démocratique du Congo, où le festival Kinact fête ses 10 ans et met à l'honneur les performeurs costumés reconnaissables à leur création spectaculaire, faite de déchets et récupération. Ces performeurs qui déambulent dans les rues sont devenus au fil des années de véritables figures emblématiques de Kinshasa. Leur objectif, alerter sur l'insalubrité de la capitale congolaise. Regardez ces images d'Aurélie Kouman et on va se quitter sur ces images. Restez sur France 24, l'information continue. Aurélie Bazara, Kimongola. Kinact, c'est une rencontre de sensibilisation à l'art et à l'environnement. Nous-mêmes, on porte le déchet. C'est vraiment pour parler aux gens directement ce qu'on vit avec les déchets, qu'est-ce qu'on doit faire avec. Le Planète, c'est vraiment le tout premier costume de tout. Je commençais à le fabriquer en 2009. Et quand je suis arrivé, j'ai réuni les artistes, j'ai dit, bon voilà, on a plein de déchets. Pourquoi pas faire un tour, que chacun choisisse un déchet. Et dans ce un déchet, on le récupère plusieurs. Et on fait des costumes comme ça ensemble. L'œuvre en soi, c'est le capsule de médicaments. Sur un tissu combinaison, j'ai fait des collages un peu et j'ai essayé de mettre un peu aussi l'acrylique pour chercher un peu la brillance. Parce que l'Est de la République du Congo est frappé par Ebola. Donc, raison pour laquelle je fais cette costume pour un peu sensibiliser.